Nous ne qualifierions pas cette île de mystique sans les récits décrivant les géants qui l'habitent. L'île de Gozo, située à Malte, sert de toile de fond à une légende ancienne. Malte, nation insulaire nichée dans la mer Méditerranée, au sud de l'Europe, occupe une position stratégique exceptionnelle. Au fil de son histoire, elle a été gouvernée par de nombreuses civilisations, parmi lesquelles les Phéniciens, les Grecs, les Romains et les Carthaginois. Par une nuit glaciale, il y a plusieurs millénaires, un fermier aperçut le ciel virer à l'orange, puis au rouge, avant d'entendre un bruit sourd retentir. Bien que le sol tremblât légèrement, il ne s'agissait pas d'un séisme. En scrutant la forêt, il distingua une silhouette colossale, plus haute que les arbres. Approchant avec précaution, il réalisa qu'il s'agissait d'une femme, une géante, qui se présenta sous le nom de Sansuna. Contrairement aux terribles géants décrits dans de nombreux récits, Sansuna ne nourrissait aucune intention de détruire l'humanité. Bien au contraire, elle se montrait bienveillante et généreuse. Elle révéla aux fermiers que son peuple pouvait aider à défendre leurs terres contre les envahisseurs. Les habitants furent intrigués par cette proposition, d'autant plus que, située sur une route commerciale stratégique, Malte était fréquemment la cible d'invasions. La légende raconte que Sansuna s'installa à Malte et ne tarda pas à se mettre à l'œuvre. Mais son travail ne consistait pas en de simples tâches. Elle transportait des monolithes gigantesques sur son épaule pour édifier un temple monumental appelé Gantija, signifiant la tour des géants. Elle accomplissait cet exploit tout en portant, sur l'autre épaule, son enfant, mi-humain, mi-géant. Selon certains récits, Sansuna se nourrissait exclusivement de haricots et de miel, bien que d'autres substituent le miel par de l'eau. Ce qui prête à sourire, c'est que Malte, malgré sa modeste taille, 10e plus petit pays au monde, aurait été la terre d'accueil de géants. Allez comprendre. Le temple évoquait un immense jeu de Tetris, certaines pierres atteignant le poids impressionnant de 20 éléphants. Ces blocs monolithiques sont si massifs que les spécialistes estiment qu'il aurait fallu la force conjointe de 50 hommes pour en soulever un seul. Aussi captivante que soit cette histoire, les humains n'ont jamais prouvé l'existence réelle des géants, rendant ce récit hautement improbable. Certains textes anciens mentionnent brièvement une espèce de géant appelé Néphilims. Ces derniers auraient été des colosses terrifiants, responsables de nombreux ravages sur Terre, avant de disparaître au moment du déluge. Cependant, aucune preuve tangible de leur existence n'a jamais été découverte, jusqu'à l'apparition d'un élément intrigant. L'archéologie maltaise a mis au jour plusieurs découvertes étonnantes au fil des années, dont l'une des plus marquantes est connue sous le nom de crâne de l'hypogée. Ce terme, d'origine grecque, signifie « souterrain ». Ce site extraordinaire fut découvert au cours de la première décennie du XXe siècle, lorsqu'un appel urgent parvint au directeur du Musée national de Malte. Des ossements remarquables avaient été déterrés par accident, nécessitant son expertise immédiate. L'hypogée se présentait comme une véritable ville souterraine, composée de labyrinthes et de salles réparties sur plusieurs niveaux. Ces structures avaient été taillées dans un calcaire similaire à celui utilisé pour les temples maltais situés en surface. L'hypogée regorgeait de précieuses reliques et d'artefacts inestimables. Les chercheurs ont rapidement établi que l'hypogée servait de lieu de dernier repos pour les habitants de l'époque. Parmi les découvertes figuraient de nombreux ossements, squelettes et surtout des crânes. Ces derniers n'étaient pas des crânes humains classiques, mais appartenaient à la catégorie dite allongée. Plus intriguant encore, ces crânes ont été dissimulés au public pendant de nombreuses années, alimentant des spéculations et donnant naissance à une multitude de théories. Cette découverte a constitué un tournant pour l'archéologie maltaise, même si les scientifiques se sont retrouvés démunis face à cette énigme. Certains se sont interrogés sur l'origine de ces crânes, se demandant s'ils étaient naturels ou avaient été altérés, en sachant que certaines cultures utilisaient des techniques de déformation crânienne. D'autres chercheurs ont évoqué des hypothèses plus audacieuses, allant des petits hommes gris aux géants légendaires. Certains suggèrent même que ces crânes allongés pourraient être des sculptures dédiées à des divinités venues d'ailleurs. Faute de preuves pour confirmer ces théories, une question demeure. Qui étaient réellement les bâtisseurs des temples mégalithiques de Malte? Examinons les faits établis par les scientifiques. Les temples mégalithiques de Malte se dressent depuis 3500 ans avant notre ère, ce qui les rend encore plus anciens que les pyramides d'Égypte. La véritable énigme réside dans le fait que ces édifices aient été érigés bien avant l'apparition de l'écriture. Pourtant, leur construction nécessitait des compétences technologiques avancées que l'on peine à expliquer.
Le temple de Gantija semble défier toute logique humaine par son ampleur. Le temple sud possède un couloir bordé de 4 salles ovales, évoquant la forme d'un grand trèfle. Dans l'une de ces salles, les archéologues ont découvert des autels ornés de motifs en spirale. Ces structures, vraisemblablement utilisées à des fins rituelles, témoignent de l'importance des pratiques spirituelles chez les premiers Maltais. Le temple nord, bien que similaire dans sa conception, est plus modeste et dispose d'une entrée si basse qu'elle oblige les visiteurs à se courber pour y pénétrer. Ce détail pourrait symboliser un geste de déférence envers les divinités vénérées en ces lieux. Il est difficile de ne pas s'interroger sur les raisons mystérieuses qui ont poussé ces bâtisseurs à créer un temple d'une telle envergure. Peut-être ont-ils enrôlé l'un dragon de Daenerys pour déplacer ces monolithes ? Bien sûr, il ne s'agit que d'une plaisanterie. Mais saviez-vous que les célèbres portes de Medina, à Malte, avaient servi de décor pour Port-Réal dans l'épisode 3 de la première saison de Game of Thrones ? Quoi qu'il en soit, revenons aux géants. La théorie selon laquelle ces lieux avaient une vocation rituelle a gagné en crédibilité lorsque les archéologues ont mis au jour des figures énigmatiques surnommées les Dames Grasses. Ces petites statues, au corps rond et au visage reflétant une grande joie de vivre, semblent-tu témoigner d'un certain hédonisme. Ces statues rappellent étrangement une version miniature de Sunsuna, la géante évoquée précédemment. Les scientifiques estiment qu'elles figuraient probablement le bien-être et la prospérité. Leur existence atteste non seulement des compétences artisanales avancées des anciens Maltais, mais aussi de l'intentionnalité de leur construction et de leurs créations artistiques. L'une de ces œuvres, connue sous le nom de « La Dame endormie », est une pièce d'art néolithique représentant une femme de forte corpulence, allongée sur le côté, semblant dormir paisiblement. Après des analyses approfondies, les chercheurs ont supposé qu'elle incarnait la grande faucheuse. Découverte dans l'hypogée, un vaste lieu de sépulture, cette statue se distingue des autres Dames Grasses, notamment par sa coiffure et sa jupe ornée de broderies. Une autre statue intrigue particulièrement. Elle représenterait une femme mesurant 2,50 m de hauteur, accompagnée d'un fragment du bord de sa jupe. Sa découverte, pour le moins inhabituelle, remonte à 1915, lorsqu'un agriculteur, gêné dans son travail par de larges blocs de pierre, invita le directeur du Musée national de Malte à venir les examiner. Pour certains, cette trouvaille constitue la preuve de l'existence de Sunsuna, tandis que d'autres restent sceptiques. Et ce n'est pas tout. L'endroit où cette statue gigantesque a été trouvée abritait l'un des sites archéologiques les plus impressionnants de Malte, les temples de Tarcien. Construits à partir de blocs de calcaire, certains mesurent dans 6 mètres de haut et pèsent environ 20 tonnes. En poursuivant ces fouilles, le directeur du musée, un certain Zamit, découvrit plusieurs sites similaires, tous composés de pierres mégalithiques. Ces structures, attribuées à des agriculteurs de l'âge de pierre ayant vécu sur une île isolée de la Méditerranée il y a des milliers d'années, défient toute logique. Il suffit d'observer les temples de Mnajdra. Il pourrait y bien représenter le tout premier calendrier au monde. Lors des équinoxes, le soleil traverse directement l'entrée principale et éclaire l'axe central du temple. Quant au solstice, ils offrent 2 variations remarquables. Pendant le solstice d'été, les rayons illuminent le bord du mégalithe, situé à gauche de l'entrée, tandis qu'en hiver, ils se déplacent vers la droite. C'est là une démonstration fascinante de précision astronomique. Et que dire des structures de halles tarxiens, déjà mentionnées. Ce complexe est considéré comme le plus ancien de tout Malte. Il a été édifié pour permettre des offrandes animales aux divinités. Une théorie confirmée par la découverte de nombreux ossements enfouis dans le sol. Les fouilles ont également révélé une riche collection de motifs en spirale, suggérant que les habitants utilisaient également cet espace pour des rituels religieux. Au total, Malte abrite 7 temples mégalithiques, chacun surpassant les autres en magnificence. Les archéologues poursuivent leurs recherches, espérant percer leur mystère, comme cela se fait encore pour les pyramides d'Égypte, les cités mayas disparues d'Amérique, ou d'autres sites énigmatiques à travers le monde. Jetez un œil à ces pierres. À première vue, elles semblent ordinaires. Ce ne sont que des dalles anciennes, les ruines d'un bâtiment quelconque. Cependant, contrairement à de nombreuses autres découvertes archéologiques similaires, celle-ci est parmi les plus mystérieuses et les plus uniques. Voici pourquoi. Ces pierres sont les vestiges d'un grand complexe religieux appelé Pumapunku, situé en Bolivie. Les scientifiques n'en sont pas certains, mais il est probable que Pumapunku ait été construit sous l'empire des Tiwanaku, qui a existé entre l'an 300 et l'an 1000 de notre ère, avant l'empire Inca.
Aucune information ne suggère que cette civilisation disposait de technologies de construction avancées. De plus, il est possible qu'elle n'ait même pas connu l'écriture. Chacune de ces pierres a été sculptée et polie avec une précision remarquable. Elles s'emboîtent parfaitement, comme les pièces d'un puzzle. Le travail est si raffiné qu'il serait impossible d'y glisser même une lame de rasoir. C'est assez impressionnant pour un peuple qui vivait il y a environ 1500 ans. En outre, ces pierres sont très lourdes. Les plus grosses pèsent environ 130 tonnes. Comment les ont-ils transportées d'un endroit à un autre? Les scientifiques pensent que cette civilisation ignorait l'existence de la roue. Alors, comment ont-ils réussi à construire une structure aussi parfaite? Les Tiwanaku disposaient-ils des connaissances et des outils nécessaires pour travailler la pierre? Ou quelqu'un d'autre a-t-il construit Pumapunku? Plusieurs théories existent à ce sujet. Théorie numéro 1. Une civilisation avancée est arrivée en Amérique du Sud, a collaboré avec les Tiwanaku pour construire cette merveille d'ingénierie, puis est repartie. Théorie numéro 2. Des êtres venus d'une autre planète ont débarqué sur Terre, ont montré aux humains comment construire des structures parfaites et ont créé Pumapunku. Cette théorie est toutefois peu crédible. Un autre scénario du même ordre suggère que Pumapunku a été construit par des créatures mythologiques issues de la culture sud-américaine de l'époque. Théorie numéro 3, la plus plausible. Il n'y a aucun mystère. Les Tiwanaku constituaient une civilisation avancée dotée de technologies de construction incroyables. Qu'en pensez-vous? Bien, nous venons de voir des pierres parfaitement rectangulaires utilisées pour construire un temple. Que diriez-vous de pierres parfaitement rondes destinées à l'étude du ciel étoilé? Ou à d'autres fins, qui sait? Alors bienvenue au Costa Rica. Au sud de ce pays se trouvent les sphères d'Iki. Il s'agit de pierres rondes, lourdes et de grande taille, créées à l'époque précolombienne, vers l'an 600 de notre ère. Ces pierres proviennent d'un type de roche unique, formé à partir de magma refroidi. En d'autres termes, quelqu'un a attendu la fin d'une éruption volcanique et le refroidissement du magma, puis a utilisé ce matériau pour sculpter ces sphères. Mais comment ont-ils fait pour obtenir une forme aussi parfaite? Selon les scientifiques, ils auraient utilisé de petites pierres pour broyer et sculpter le magma refroidi. Certains spécialistes pensent que ces pierres étaient destinées à s'orienter, qu'elles servaient à indiquer leur chemin aux voyageurs. D'après une autre théorie, les sphères d'Ikis étaient utilisées pour l'astronomie. Personne ne connaît la vérité. Et nous ne l'apprendrons peut-être jamais, car tous ceux qui connaissaient le secret de ces pierres ont disparu à la suite de la conquête espagnole. Continuons donc notre voyage. Vous voyez ces pavés? Les archéologues ne savent toujours pas pourquoi ils sont disposés ainsi le long d'une vaste étendue désertique traversant la Jordanie et Israël. Ces pierres étranges forment une chaîne de 64 km de long et sont ici depuis environ l'an 300 avant JAC. Comme elles ont été découvertes par des aviateurs il y a une centaine d'années, on les a surnommées « cerfs-volants du désert ». L'une des théories les plus populaires à leur sujet suggère qu'elles furent placées à cet endroit pour attirer les animaux et les capturer. Apparemment, les chasseurs anciens connaissaient bien le comportement de la faune locale. Et ils étaient sûrs que les bêtes finiraient par marcher le long de ces pavés et qu'ils finiraient par tomber dans une fosse préparée à l'avance. Des pierres rectangulaires et carrées parfaitement lisses, des pierres rondes, des pièges de pierre pour capturer des animaux, et encore de la peinture sur pierre. Pour découvrir cela, rendons-nous à Glasgow, en Écosse, où des archéologues ont mis au jour une dalle datant d'environ 5000 ans. Elle porte le nom de Cochno Stone. La dalle elle-même mesure 13 mètres sur 8, soit environ la moitié d'un terrain de basket. Et toute sa surface est recouverte d'étranges motifs tourbillonnants que les scientifiques qualifient de marques en coupe et en anneaux. Mais que signifie-t-il? Comme pour le reste, les scientifiques n'en sont pas encore certains. Une théorie suggère toutefois que ces inscriptions auraient un lien avec des phénomènes astronomiques, tels que les éclipses lunaires ou solaires. Peut-être s'agit-il d'une carte du ciel, ou peut-être que ses créateurs souhaitaient simplement réaliser une œuvre d'art. Quoi qu'il en soit, il existe un autre fait intéressant, lié à ces dessins. Des scientifiques en ont découvert de similaires sur plusieurs sites préhistoriques à travers le monde. Délaissons à présent les pierres mystérieuses, et intéressons-nous à d'autres merveilles archéologiques. Voici la chronologie approximative du développement de la civilisation, à partir de 8000 avant notre ère, selon les scientifiques. Tout d'abord,
Les hommes s'installent dans un endroit et y construisent une ville ou un village. Puis ils se lancent dans l'agriculture, avant de construire des temples. Cependant, en 1994, des archéologues ont déclaré « Non, l'ordre pourrait être différent. Et si les hommes avaient d'abord construit des temples pour vénérer des êtres mythiques supérieurs, avant de construire des villes et de se lancer dans l'agriculture ?» Rendons-nous en Turquie, dans la région rurale de Göbekli Tepe, où, au milieu des années 90, des archéologues ont découvert plusieurs piliers de pierre sur lesquels étaient sculptés des animaux. Cette structure ancienne remonte au 10e millénaire avant notre ère. Aujourd'hui, cet endroit est considéré comme l'un des plus anciens lieux de culte au monde. Il a très probablement été construit par des chasseurs semi-nomades qui ne connaissaient rien à l'agriculture, car celle-ci n'est apparue dans cette région que 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, les scientifiques se posent la question suivante. Est-il vrai que de telles structures ont conduit à la colonisation de la région? La réponse à cette question pourrait nous aider à comprendre la mentalité et le développement de l'humanité dans de nombreuses régions de la planète. Aimeriez-vous posséder un parchemin sur lequel serait indiqué l'emplacement d'un trésor? En fait, vous en avez déjà un. Vérifiez par vous-même. Il vous suffit de rechercher « le trésor du rouleau de cuivre » sur Google, de télécharger une photo haute résolution du rouleau en question et de suivre ses instructions. Mais attention, le texte est absolument incompréhensible. Les scientifiques tentent de déchiffrer ce message depuis sa découverte en 1952 à Qumran, et ils n'y sont toujours pas parvenus. Selon une théorie, le rouleau contiendrait des informations sur une importante quantité d'or et d'argent. Cependant, même si ce trésor n'existe pas, cet artefact n'en présente pas moins un grand intérêt. Il a été créé il y a environ 2000 ans, à l'époque où l'Empire romain régnait sur la colonie de Qumran. Peut-être les habitants de la région souhaitaient-ils cacher leurs objets de valeur aux légionnaires romains et ont-ils laissé un plan à leurs descendants? Lorsque vous vous approchez de cette merveille archéologique, vous ne remarquez rien. Mais si vous montez haut dans les airs et que vous regardez vers le sol, vous verrez des motifs étonnants, créés par le peuple de la culture Nazca. On les appelle les lignes de Nazca. Des pilotes et des passagers d'avions de ligne les ont aperçus pour la première fois dans les années 1920 et 1930. Lors de vols au-dessus du Pérou. Ces grands dessins sont composés de lignes géométriques, d'images complexes d'animaux et de figures fantaisistes. Il y a plus de 2000 ans, un peuple a creusé à la surface du sol pour créer ces motifs. Mais pourquoi? Les lignes de Nazca continuent de fasciner les chercheurs et les passionnés d'archéologie. Les récentes avancées technologiques, telles que l'imagerie par drone et la cartographie par satellite, ont apporté un nouvel éclairage sur ces formations énigmatiques. Certains chercheurs s'intéressent désormais à la possibilité que ces lignes aient eu plusieurs fonctions, notamment celle de communiquer avec des êtres extérieurs à notre monde. Et cette hypothèse est plausible. Une partie des scientifiques pense que ces étranges motifs étaient un moyen rituel de communiquer avec les divinités de la civilisation Nazca. L'étude de ces merveilles archéologiques enrichit non seulement notre connaissance du passé, mais nous invite également à admirer l'ingéniosité et la créativité de l'esprit humain. Vous connaissez Stonehenge sans aucun doute. Ces gigantesques blocs de pierre, mystérieusement érigés en cercle sur une plaine anglaise par on ne sait qui. Mais si le Stonehenge d'Angleterre n'était en réalité qu'une imitation d'un monument plus ancien, et si ces bâtisseurs avaient simplement traversé l'Atlantique pour reproduire ce qu'un autre peuple avait déjà accompli ailleurs? En effet, des chercheurs ont mis au jour un autre Stonehenge, immergé sous les eaux du lac Michigan. Ce lac est le foyer de phénomènes étranges et inexpliqués. On y recense de nombreuses disparitions, des crashs aériens, et désormais ceci, un antique monument submergé qui ressemble étrangement à Stonehenge. Il nous était impossible de rester indifférents, nous devions explorer cette histoire en profondeur. Un cercle de pierre monumentale agencé d'une manière étrangement familière. 2 anneaux y étaient visibles, un cercle externe, un autre interne, reposant à 12 mètres sous la surface. Mais il ne s'agissait pas d'un simple tas de pierres. Elles avaient été disposées là de manière délibérée, par la main de l'homme. En poussant plus loin, les chercheurs ont réalisé qu'ils contemplaient une structure vieille de plus de 9000 ans. Songez-y un instant. Ce Stonehenge, englouti dans le lac Michigan, précède les pyramides d'Égypte. Il est même antérieur au Stonehenge britannique, d'environ 4 millénaires. Ces révélations suffisaient
déjà a stupéfié les chercheurs de l'Université de Northwestern Michigan. Mais cela, avant même qu'ils ne fassent une découverte encore plus étonnante. L'une des pierres présentait une gravure, un pétroglyphe discret mais net, représentant un mastodonte. Ces créatures, proches cousines de nos éléphants, ont disparu de la surface de la Terre il y a 10 000 ans. Par conséquent, ceux qui ont érigé ce Stonehenge subaquatique vivaient nécessairement à la même époque que ces animaux disparus. Cette découverte a suscité de nombreuses interrogations au sein de la communauté scientifique. Après tout, pourquoi aurait-on entrepris de disposer ces blocs de pierre au fond d'un lac? Pour commencer, les chercheurs estiment qu'à cette époque, le lac Michigan contenait beaucoup moins d'eau qu'aujourd'hui. Ensuite, il se pourrait que ce dispositif soit lié à des pratiques rituelles ancestrales des peuples autochtones. Un professeur de l'Université du Michigan a proposé une hypothèse intrigante. Selon lui, ces pierres auraient constitué une sorte de piège de chasse préhistorique. Il avance que les premiers chasseurs utilisaient cette formation circulaire comme un couloir de guidage afin de canaliser de grands animaux, tels que les mastodontes évoqués dans les gravures rupestres, vers une enceinte plus restreinte où ils devenaient plus faciles à abattre. Toutefois, cette théorie ne fait pas l'unanimité. D'autres estiment que ce cercle avait sans doute une signification plus spirituelle et symbolique. Pour les tribus locales, comme les Anishinaabe, les pierres ne sont pas de simples éléments minéraux. Elles sont des entités vivantes, porteuses d'une énergie sacrée, et incarnent un lien profond entre la terre et tous les êtres vivants. Un ancien de cette communauté a même déclaré que ces pierres étaient sacrées, disposées là par leurs ancêtres pour rendre hommage à la terre et aux créatures qu'elle abrite. Les scientifiques s'efforcent d'étudier cette structure rocheuse en profondeur, à environ 12 mètres. C'est là que réside le principal obstacle. Son immersion complique les recherches, d'autant qu'ils ne disposent pas des équipements les plus performants. Les outils classiques de l'archéologie s'avèrent peu adaptés à un environnement subaquatique. Toutefois, des technologies prometteuses, telles que la photogrammétrie stéréoscopique, qui permet de concevoir des modèles tridimensionnels d'un site, offrent aux chercheurs de nouveaux moyens d'analyse. Malgré cela, les investigations demeurent lentes et onéreuses, et nul ne sait quand ce mystère trouvera enfin réponse. Comme évoqué précédemment, le lac Michigan est un véritable foyer de phénomènes inexpliqués. Son lit est parsemé d'épaves, comme celle du Thomas Hume, une solide goélette américaine. Il recèle également des débris d'avions disparus de manière soudaine alors qu'ils survolèrent la zone, à l'image du vol 2501 de Northwest Airlines, qui s'est volatilisé dans les années 50. Certains désignent même cette région sous le nom de triangle du lac Michigan, évoquant la possibilité d'activités paranormales semblables à celles que l'on impute au célèbre triangle des Bermudes. Le lac s'étend sur plus de 57 000 km², ce qui correspond à près des 2/3 de la superficie de l'Irlande. En 2024, les scientifiques sont parvenus à accéder à un autre mystère enfoui dans les profondeurs du lac Michigan, l'épave de la goélette Margaret A. Muir. Ce voilier de 40 mètres avait sombré il y a plus de 130 ans. La découverte a été rendue publique tout récemment par la Wisconsin Underwater Archaeology Association, ou WIA, dont l'équipe a localisé l'épave à 15 mètres de profondeur, non loin du rivage d'Algoma, dans l'État du Wisconsin. Construite en 1872, le Margaret A. Muir était une goélette à 3 mâts, conçue pour acheminer des cargaisons lourdes à travers les grands lacs. Son dernier voyage avait débuté comme une simple traversée de routine. Chargée de sel en vrac, elle avait quitté Bay City, dans le Michigan, à destination de South Chicago, dans l'Illinois. Mais le 30 septembre 1893, le périple a tourné au drame. Alors que le Muir approchait la ville d'Annapolis, aujourd'hui connue sous le nom d'Algoma, une violente tempête s'est brusquement levée. Le navire a rapidement commencé à prendre l'eau. Le capitaine a donné l'ordre à son équipage de l'abandonner et, heureusement, tous ont réussi à regagner la rive sains et saufs. Durant plus d'un siècle, l'épave est demeurée intacte au fond du lac, son emplacement demeurant inconnu. Mais grâce à une combinaison de recherches historiques et à l'utilisation de sonars haute résolution, les chercheurs ont fini par localiser l'épave en mai de l'année dernière. Elle est remarquablement préservée, certaines sections du pont et de l'équipement étant encore visibles. Un peu plus à l'ouest, au fond du lac Mendota, près de Madison, dans le Wisconsin, des chercheurs ont mis au jour une autre découverte spectaculaire. Ils y ont trouvé 11 canoës anciens. Selon eux,
le plus vieux d'entre eux, remonterait à environ 2500 avant notre ère. Si cette découverte ne vous semble pas majeure, c'est sans doute parce que vous l'abordez avec une perspective contemporaine. Aujourd'hui, une autoroute typique du Midwest serait remplie de pick-up. À l'époque, en revanche, seuls des canoës sillonnèrent la région. Ils constituaient le principal moyen de transport des cultures autochtones, utilisés aussi bien pour la pêche en eau profonde que pour le commerce et les trajets de longue distance. Ce qui a tant enthousiasmé les scientifiques, c'est qu'ils n'avaient encore jamais trouvé de preuves concrètes de l'usage des canoës dans cette région à l'époque. Et pour comprendre les cultures locales ayant occupé ces terres durant cette période, il leur fallait absolument obtenir des données sur leurs moyens de déplacement et d'échange. Cette découverte enthousiasmante a été rendue publique en mai 2024 par la Société historique du Wisconsin. Le premier canoë, que les chercheurs estiment vieux d'environ 1200 ans, a été extrait du lac en 2021. Un second a été mis au jour l'année suivante. Et à présent, des plongeurs ont repéré au moins 11 autres embarcations le long de ce qui fut jadis une ancienne rive, aujourd'hui totalement submergée. Une théorie suggère que ces canoës auraient été volontairement immergés pour éviter qu'ils ne gèlent ou ne se déforment durant l'hiver. Il se pourrait qu'on les ait entreposés au même endroit pendant plusieurs générations. Ou bien que ce site ne représente qu'une partie d'un peuplement bien plus vaste. Les historiens envisagent même la possibilité qu'un ancien village repose sous les eaux. Des plongeurs ont déjà mis la main sur des outils en pierre, comme des lestes à filets de pêche, mais le village en lui-même n'a pas encore été localisé. En réalité, même si les grands lacs accaparent souvent toute la lumière, les scientifiques rappellent que des lacs plus modestes, comme Mendota, ont aussi leur lot de récits. La Société historique du Wisconsin collabore étroitement avec les Premières Nations pour mieux reconstituer l'histoire de ce plan d'eau. Et croyez-le ou non, il existerait un troisième Stonehenge, niché sous les eaux du lac de Constance, en Suisse. Considérez-le comme une sorte de cousin aquatique du célèbre site anglais. Les archéologues ont commencé à l'identifier dès 2015, en découvrant une ligne de 170 cairns en pierre, manifestement d'origine humaine, reposant au fond du lac. Selon les scientifiques, il s'agirait très probablement d'un projet mené par plusieurs villages. Et le site des cairns aurait été utilisé à des fins collectives. Il faut dire que les structures sont impressionnantes. Certaines s'étendent sur une dizaine de mètres de large et peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. La découverte la plus stupéfiante à ce jour, c'est que le site daterait d'environ 5500 ans, soit à peu près la même époque que la construction du tout premier Stonehenge. Ce qui les rapproche, ce sont notamment leurs dates de création et les caractéristiques spécifiques de ces monuments de pierre agencés en cercle. Les scientifiques en savent encore peu sur ce site, mais pour ma part, j'y vois un motif qui semble se répéter un peu partout à travers le globe. Pas vous ? Nous avons tous grandi en croyant que Stonehenge était le plus ancien observatoire du monde, mais désormais, il a une concurrence sérieuse pour ce titre. Nabta Playa a été construit à plus de 3919 km de distance, dans le sud de l'Égypte, et des milliers d'années, 7500 avant notre ère, avant Stonehenge, entre 3000 et 1500 avant notre ère. Et même les pyramides de Gizeh, entre 2589 et 2504 avant notre ère. En 1973, un guide bédouin, Eid Marif, est tombé sur un étrange groupe de grandes formations rocheuses en traversant le désert du Sahara. Il a conduit l'archéologue américain Fred Wendorf sur le site situé à environ 96 km du Nil. L'ami et collègue de Wendorf affirme que l'équipe a découvert les pierres en s'arrêtant pour une pause toilette dans le désert. De toute façon, ce qu'ils ont trouvé a changé l'histoire. Au début, Wendorf pensait que les structures en pierre étaient juste des formations naturelles. Mais ensuite, il eut une révélation. Cet endroit était autrefois un lac, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de roches naturelles ici. Il continua à revenir sur le site pendant des décennies, et au début des années 1990, son équipe découvrit finalement un cercle de pierres qui semblait s'aligner avec les étoiles d'une manière inexplicable. Après 7 longues années à essayer de percer le mystère du site, Wendorf contacta un expert en archéoastronomie. Ils étudient comment les anciens utilisaient les étoiles. Un soir, alors que l'expert était assis dans le sable frais du désert, regardant les pierres, il se rendit compte qu'elles formaient un motif irradiant à partir d'un immense tumulus funéraire. Une par une, au fur et à mesure qu'il creusait dans le sédiment, les mégalithes enterrés commençaient à s'aligner comme les rayons d'une roue.
l'équipe avait déjà utilisé la datation au radiocarbone pour tester des échantillons provenant de foyers et de toitures en bois de tamaris trouvées à l'intérieur du cercle de pierre. Nabta Playa comptait des dizaines de pierres dressées, toutes hautes de quelques pieds. Certaines d'entre elles s'alignaient exactement avec le lever du soleil lors de jours spéciaux, et d'autres correspondaient avec des étoiles brillantes dans le ciel. À l'intérieur du grand cercle, il y avait 6 pierres spéciales qui ont peut-être été utilisées pour des rituels ou pour marquer des moments importants de l'année. Autour d'elles, 29 pierres dressées pourraient avoir fonctionné comme un calendrier simple pour aider les gens à savoir quand il était temps pour quelque chose d'important, comme le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Lorsque le soleil se levait juste au bon endroit, c'était un signe que la saison des pluies approchait. Le cercle de pierre était autrefois aligné avec les étoiles les plus brillantes du ciel septentrional, Arcturus, Sirius et Alpha du Centaure. Certaines pierres pointaient même vers la constellation d'Orion. En suivant le mouvement d'Arcturus à travers le ciel, ils ont découvert qu'il correspondait parfaitement au cercle autour de 4800 avant notre ère. Cela signifie qu'il s'agit du plus ancien site astronomique jamais découvert, et les habitants de Nabta Playa observaient peut-être les étoiles des milliers d'années avant même l'invention des télescopes. Il semble que cela avait une énorme signification pour les personnes vivant et voyageant à travers le désert. Il y a plus de 1000 ans, la longue, froide et sèche ère glaciaire qui avait duré des dizaines de milliers d'années commençait enfin à s'estomper. L'Afrique du Nord a reçu des pluies et des moussons massives qui ont rempli les lacs saisonniers, Playa. Ainsi, certaines parties du désert se sont transformées en oasis éphémères. Pour les peuples nomades qui parcouraient dans cette terre inhospitalière, ces pluies estivales étaient tout. Leur mode de vie tout entier tournait autour du bétail. Lorsque les archéologues ont ouvert le tombeau central à Nabta Playa, ils ont découvert des ossements de bovins et même un énorme rocher sculpté en forme de vache. Les personnes qui l'ont construit ont utilisé les étoiles pour se guider et trouver des points d'eau cachés comme Nabta Playa, qui contenait probablement de l'eau pendant environ 4 mois par an, à partir des moussons d'été. Mais il n'y avait pas d'étoiles polaires à l'époque. Ils se sont donc plutôt orientés en utilisant les étoiles brillantes et la façon dont le ciel semblait tourner en cercle au-dessus d'eux. Lorsque les lacs étaient au plein, les pierres debout étaient en partie submergées. Et depuis la rive ouest, vous pouviez voir le reflet des étoiles sur l'eau sombre. Nabta Playa est bien moins célèbre que Stonehenge, peut-être parce que ces pierres étaient enterrées, alors que le célèbre site en Angleterre était accessible aux visiteurs depuis des milliers d'années. Malheureusement, lorsque Nabta Playa est devenu célèbre, certains touristes ont endommagé des parties en déplaçant des pierres, ce qui a perturbé les alignements stellaires anciens. Pour le protéger, les autorités ont déplacé l'ensemble vers un musée, où les gens peuvent voir les pierres et la statue de vache sculptée sans les endommager. L'observatoire égyptien n'est pas la seule construction semblable à Stonehenge. Il existe des versions qui ont été utilisées à des fins différentes. De l'Allemagne, anneau de Pemelt, et la France, alignement de Karnak, aux États-Unis, Stonehenge d'Amérique dans le New Hampshire et aux Andes dans le nord du Pérou. Ce dernier est en fait l'une des plus anciennes grandes structures jamais construites dans cette région. La place circulaire est constituée de 2 immenses murs de pierre disposés en anneaux. Elle était probablement utilisée pour des cérémonies et des rassemblements. Les scientifiques ont effectué une datation au carbone et ont estimé son âge à environ 4750 ans, ce qui signifie qu'elle a été construite avant les grandes pyramides d'Égypte et Stonehenge. La place comportait 2 entrées et une couche spéciale d'argile, de terre, de gravier et de charbon de bois en dessous. Elle a été soigneusement planifiée et construite. Les archéologues ont également trouvé des pièces en céramique, des cristaux de quartz et des pierres précieuses sur le site, ce qui montre qu'il s'agissait certainement d'un lieu spécial. Des gens l'ont visité pendant des siècles, mais à un moment donné, vers 500-200 avant Jésus-Christ, il a été fermé, probablement en raison de l'évolution des croyances et des traditions. La découverte la plus récente, février 2025, est celle des vestiges d'un grand cercle de bois datant approximativement de la même époque et ayant des parallèles avec Stonehenge, tout en haut au Danemark. Cette structure en plein air faisait probablement partie d'une zone spéciale où les peuples préhistoriques du néolithique final et de l'âge du bronze ancien, de 1600 à 1600 avant l'ère commune, se rassemblaient pour des rituels et des cérémonies. Le cercle était composé de 45 gigantesques poteaux en bois, formant un énorme anneau d'environ 30 mètres de large. Le bois a disparu maintenant,
Mais les scientifiques pensent que de hauts bois se dressaient autrefois dans les trous et créaient une impressionnante henge de bois. Personne ne sait exactement à quoi ces cercles étaient utilisés, mais les archéologues ont trouvé des ossements d'animaux et des restes de nourriture sur des sites similaires. Donc les gens se rassemblaient probablement là pour des festins et des rituels. En 2024, des scientifiques ont découvert 2 cercles de pierres anciens datant de la période néolithique dans le parc national de Dartmoor, en Angleterre. Certains archéologues pensent qu'ils pourraient former un arc sacré. Beaucoup des structures de pierre de Dartmoor ont été construites en forme courbée sur les hauteurs au centre de la zone. Il y a longtemps, Dartmoor était couvert de forêts, donc les gens ont peut-être utilisé ces hauteurs comme repères importants. Un des nouveaux cercles découverts s'intègre à l'intérieur de cet arc, mais l'autre est à l'extérieur, au nord. Cela aurait pu être un point d'entrée dans l'arc. Il y a également une levée de terre près des pierres, qui ressemble à d'autres sites néolithiques célèbres, comme le cercle de Brodgar en Écosse et Stonehenge lui-même. Cela signifie que les personnes qui ont construit ces cercles ont peut-être visité Stonehenge ou en ont été inspirées. Des archéologues à Oman ont découvert d'anciens monuments en pierre appelés trilithes, qui ont reçu le surnom de Stonehenge arabe. Ils ont été achevés il y a environ 2000 ans. Mais personne ne sait avec certitude qui les a construits ni pourquoi. Les scientifiques ont également trouvé des haches en pierre extrêmement anciennes, âgées de 3000 à 1,3 million d'années, datant de l'époque où les premiers humains ont quitté l'Afrique. Sur un autre site, Nafun, au centre d'Oman, des archéologues ont découvert une tombe néolithique datant d'environ 5000 à 4600 avant notre ère. Il y a 2 chambres contenant les ossements de dizaines de personnes sous une gigantesque structure mégalithique. À proximité, ils ont également découvert des gravures rupestres réalisées par des personnes qui ont vécu dans la région de 5000 avant notre ère à 1000 de notre ère. Et puis, il y a un autre sosie de Stonehenge, cette fois en Arabie Saoudite, qui a été utilisé comme complexe d'appartements il y a des milliers d'années. Des archéologues ont découvert un total de 345 cercles de pierre, en examinant des photos aériennes d'un champ de lave. Chaque cercle mesure entre 4 et 8 mètres de large et possède au moins une grande pierre dressée au centre. Ces structures conservent encore des vestiges de murs de pierre et de portes. Les cercles de pierre comme Stonehenge sont souvent associés à des cérémonies et des rituels. Mais les scientifiques disent que de nombreuses maisons anciennes étaient en réalité construites en forme ronde et que les maisons rectangulaires ne sont devenues courantes que bien plus tard dans l'histoire. Depuis que Platon a créé l'allégorie de l'Atlantide, l'humanité est fascinée par la possibilité de découvrir un jour une civilisation sous-marine florissante. Tu veux te joindre à nous pour visiter quelques sites sous-marins historiques? Voyons ce que nous pouvons comprendre de ces civilisations anciennes. Le premier sur notre liste est ce qu'on appelle le Stonehenge sous-marin. Les chercheurs ont récemment découvert un mystérieux amas de cairns qui s'étendent sur des kilomètres sous les eaux miroitantes du lac de Constance, aux frontières de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche. Les archéologues ont commencé à fouiller ce site en 2015 et ne sont pas encore parvenus à cerner sa fonction précise. Ce qu'ils savent, c'est qu'il se trouve là 170 cairns de pierre fabriqués par l'homme s'étendant sur 20 km sous le lac. Les chercheurs affirment que c'est très probablement le fruit du travail combiné de plusieurs villages. Ce site fut probablement utilisé dans un but collectif. Ces formations sont énormes, certaines d'entre elles faisant plusieurs mètres de large. La découverte la plus étonnante jusqu'à présent est que ce site daterait d'il y a environ 5500 ans. Maintenant, que faisions-nous, nous les humains, à cette époque? Eh bien, nous vivions les meilleures années de ce que l'on appelle l'âge de pierre. Nous commencions à fabriquer des outils rudimentaires et à les utiliser pour chasser et manger. Peux-tu imaginer à quoi pouvaient ressembler tes couverts à l'époque? Ce n'est pas une coïncidence si les scientifiques surnomment ce site le Stonehenge sous-marin. On pense que les 2 sites ont été érigés à peu près à la même époque. Vois-tu, Stonehenge date d'environ 3100 ans avant notre ère. Les 2 sites présentent la caractéristique commune d'être tous 2 des monuments de pierre construits en cercle, sans parler du fait que les scientifiques n'ont pas non plus déterminé en quoi nos premiers ancêtres auraient pu ressentir le besoin de construire de telles structures. Le mystère du lac de Constance n'a pas encore été résolu. Qui étaient les habitants néolithiques de cette région?
Et dans quel but ont-ils déployé autant de travail et d'efforts pour construire cet immense site fait de roches? Ensuite, nous t'emmenons faire un tour dans les îles Ryukyu, juste au large des côtes japonaises. Tu plonges dans les profondeurs de ce site archéologique, mais je dois te prévenir, les eaux de l'océan Pacifique sont loin d'être calmes. Il ne te faut pas longtemps avant d'apercevoir une immense structure, grâce à la lumière du soleil, qui éclaire les fonds marins. Au début, cela ressemble aux ruines du Machu Picchu qui se trouve à l'autre bout du globe, au Pérou. En t'approchant, tu commences lentement à distinguer ses contours. Une structure de forme pyramidale, des arches, des escaliers, ça aurait facilement pu être un palais ou un château. Pourrait-il s'agir d'un signe d'activité humaine? Eh bien, ce que tu viens de voir est connu aujourd'hui sous le nom de structure sous-marine de Yonaguni. On l'appelle aussi l'Atlantide du Japon. Le complexe entier représente la taille de 5 terrains de football et la hauteur d'un bâtiment de 5 étages. Sa caractéristique la plus surprenante sont ses vastes terrasses. Les explorateurs et les scientifiques estiment que Yonaguni pourrait avoir 10 000 ans. Mais la question de savoir s'il s'agit d'une structure créée par l'homme ou d'une formation naturelle fait toujours l'objet de débats. Pour l'un des plus célèbres géologues marins du Japon, le professeur Masaaki Kimura, Yonaguni serait l'héritage d'une civilisation perdue. Il a lui-même plongé au fond de l'océan pour explorer ses ruines plus de 100 fois au cours des 10 dernières années. Selon lui, il y aurait des signes clairs d'activité humaine là-dessous. Sur la surface de cette structure, il y a une cavité de forme triangulaire qui est une caractéristique des fontaines de la région. Une tortue géante est aussi sculptée sur le côté est de la structure. Et selon Kimura, de pareilles tortues ont une signification culturelle importante. Plusieurs fragments d'outils en pierre ont été retrouvés sur le site et leur âge est estimé à environ 10 000 ans. Cependant, tous les scientifiques ne soutiennent pas cette théorie. Pour beaucoup, Yonaguni est le résultat de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit composé d'un seul rocher massif les pousse à croire qu'il ne serait pas d'origine humaine. Ses bords parfaitement définis et ses surfaces planes ressemblent à une formation naturelle d'Irlande du Nord, connue sous le nom de chaussée des géants. Les colonnes de basalte ont beau ressembler aux ruines d'un palais, elles seraient en fait le résultat de l'activité volcanique de la région. Maintenant, tu t'envoles pour la Grèce à 4 heures d'Athènes. Pour être précis, tu te trouves dans la péninsule du Péloponnèse. Tu dépoussières un vieux tuba et pars pour une excursion de plongée par une journée ensoleillée. Après un certain temps passé dans l'eau, tu commences à remarquer des motifs sur le fond marin. À 4 mètres sous la surface, les restes d'objets familiers commencent à apparaître un à un. Alors que tu continues de nager, ce qui semble être le contour d'une ville entière émerge devant tes yeux. Tu te demandes comment l'eau a pu engloutir toute la ville. Ces rochers sont parfaitement alignés dans ce qui semble être les fondations d'un bâtiment. Il s'agit de Pavlopétrie, une ville antique dont tu n'avais sûrement jamais entendu parler. Elle a été découverte par Nicolas Fleming, un océanographe britannique, alors qu'il était en vacances en Grèce. Il avait entendu des rumeurs concernant l'existence de Pavlopétrie et, en effet, a découvert plusieurs artefacts gisant sur les fonds marins. Il est retourné dans la région un an plus tard avec une équipe. Ils ont alors mis à jour un site rempli de tessons de poterie, d'amphores et d'outils. Cette pierre de cairn, par exemple, était un outil servant à moudre le grain. Les multiples amphores indiquent que ce peuplement date du commencement de l'âge de bronze, il y a 5500 ans, lorsque les gens ont commencé à s'établir dans des villes. On pense que celle-ci aurait existé pendant plus de 2400 ans. Aujourd'hui, Pavlopétrie est considérée comme la plus ancienne ville submergée jamais découverte. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce n'était pas qu'un simple village, c'était une cité portuaire dynamique, avec des bâtiments de pierre, un marché, des rues et même des places. La prochaine étape de notre voyage est l'une des villes sous-marines les plus célèbres et qui a été transformée en parc archéologique. La ville de Port-Royal, en Jamaïque, n'existe plus que sous la surface. Mais en 1692, c'était l'un des comptoirs les plus riches de l'hémisphère ouest. Port-Royal était le centre de l'empire colonial britannique à l'époque et un important port d'attache qui attirait des gens de toute la région. C'était aussi le foyer des véritables pirates des Caraïbes. Le matin du 7 juin 1692, les habitants de Port-Royal ont connu un sort différent de tout ce qu'ils avaient pu prévoir.
la ville s'est réveillée en tremblant. Les gens ont été jetés hors de leur lit par la puissance d'un terrible tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. Un survivant a raconté qu'il avait vu la terre se fendre et engloutir toute la ville. Ce qu'il a dit pourrait être vrai, car elle était principalement construite sur du sable. Le sol aurait avalé les bâtiments, les routes, les infrastructures, tout en somme. Des geysers sont entrés en éruption et, pour finir, des vagues aussi grandes que des immeubles de 10 étages se sont abattues sur la ville. Environ 13 hectares de la cité ont disparu sous les eaux. Étonnamment, la plupart de ces vestiges du XVIIe siècle sont encore en bon état sous 12 mètres d'eau. Les archéologues ont retrouvé des tavernes, des entrepôts, des cuisines et des établissements de loisirs divers et variés. Tu peux aussi y voir une grande statue de lion, un pont submergé et de nombreuses arches pittoresques. Bien sûr, nous avons gardé le meilleur pour la fin, l'Inde. Juste au large de ses côtes se trouve une autre merveille engloutie. Un site connu sous le nom de Cité perdue de Cambay se trouve dans le golfe du même nom. Elle est restée cachée jusqu'en 2001, lorsque l'Institut national des technologies océaniques a entrepris de cartographier ses eaux. Grâce à la technologie sonar, qui envoie des ondes sonores contre les fonds marins, ils ont découvert une chose qui reposait loin en dessous de la surface. L'imagerie a révélé des formes géométriques bien définies, réparties sur une étendue de 8 km. Ces vestiges dateraient de plus de 9500 ans, ce qui signifie que cette civilisation a été engloutie aux environs de la fin de l'ère glaciaire. Les débris récupérés sur ce site comprenaient des matériaux de construction, des poteries, des perles, des structures et même des ossements. Les scientifiques débattent encore pour savoir si ces artefacts proviennent bel et bien du site même. Mais si tel était le cas, alors la cité perdue de Cambay pourrait être l'une des plus anciennes cités au monde. Stonehenge a exigé près de 20 millions d'heures de travail pour être édifié. À titre de comparaison, un individu lambda ne vit guère au-delà de 700 000 heures. Voici Jack, l'un des tout premiers bâtisseurs de Stonehenge. Supposons que Jack ait atteint l'âge de 80 ans, hypothèse hautement improbable, mais qui simplifie nos calculs. Si Jack avait consacré toute sa vie, de sa naissance jusqu'à ses 80 ans, à la construction de Stonehenge, il aurait fallu environ 28 générations et demie de travailleurs perpétuant cet effort pour achever l'ouvrage. C'est pratiquement impossible. Pour rendre cette estimation plus plausible, doublons ce chiffre. Après tout, Jack n'aurait sans doute pas dédié toute sa vie à charrier des pierres et il n'a certainement pas atteint un âge aussi avancé. Nous arrivons ainsi à près de 57 générations nécessaires pour ériger Stonehenge. On n'est malheureusement pas assez d'espace à l'écran pour vous présenter John, l'arrière-arrière-arrière-arrière, petit-fils de Jack. Mais vous saisissez l'idée. Tout a débuté il y a environ 5000 ans, avec un simple rempart de terre et un fossé circulaire. Puis, aux alentours de 2600 avant notre ère, les bâtisseurs ont remplacé cette structure primitive par une configuration plus élaborée de rondins de bois et ont acheminé depuis le pays de Galles quelques 80 blocs de dolérite, qu'ils ont réagencés au moins 3 fois. Quelques siècles plus tard, ils ont ajouté ces impressionnantes pierres de Sarcène d'environ 25 tonnes chacune. Ces imposants blocs de grès furent transportés sur près de 30 km afin de former un cercle extérieur continu, tandis que 5 trilithes, 2 pierres dressées, surmontées d'un linteau, formaient une structure en fer à cheval en son centre. Ce chantier, s'étendant sur un millénaire, a nécessité d'innombrables années de labeur. On peut donc supposer que les ouvriers vivaient à proximité. Mais dans quelles conditions pouvaient-ils bien se loger? De nos jours, les ouvriers disposent sur place de petites habitations temporaires, si besoin. Mais de telles structures existaient-elles réellement à l'époque où Stonehenge fut érigé? Eh bien oui. Et les découvertes archéologiques récentes aux abords de Stonehenge en apportent la preuve. Des fouilles ont mis au jour une écomaison datant de l'âge de la pierre, une trouvaille d'une importance capitale puisqu'il s'agit de l'un des plus anciens habitats connus dans la région. Cette demeure mésolithique, récemment mise au jour, remonte à environ 4300 avant notre ère. Observons-la de plus près. Pour édifier les murs, les habitants de l'époque s'appuyaient sur un arbre tombé, plus précisément sur son tronc. Ces parois de bois étaient consolidées avec du silex, et ils avaient même pris soin de paver la cavité laissée par l'arbre déraciné. Quant à la toiture, ils avaient eu recours à des peaux d'animaux. Un choix judicieux qui devait offrir une protection efficace contre le climat capricieux des îles britanniques.
Vous vous demandez peut-être comment ces bâtisseurs ont pu affronter les rigueurs du climat britannique, particulièrement durant l'hiver. La réponse est simple. Un foyer était aménagé sur place, ce qui n'a rien d'étonnant en soi. Mais le système employé pour chauffer l'habitat se révélait particulièrement ingénieux. Placer un foyer directement à l'intérieur de la maison aurait constitué un danger trop important. Mais introduire des pierres chauffées ne présentait aucun risque. Tout en demeurant chaudes, elles ne pouvaient pas provoquer d'incendie. Elles servaient donc de réservoir thermique, permettant de maintenir une chaleur agréable durant la nuit. Pour parfaire leur aménagement, ils ajoutaient à même quelques pierres décoratives. Certes, ce n'était pas Versailles, mais leur demeure possédait indéniablement une certaine élégance. Si vous pensez que cette découverte ne concerne que les habitations, détrompez-vous. Elle bouleverse notre compréhension du mode de vie de cette époque. En situant ces populations dans un cadre préhistorique essentiel, dès les débuts du néolithique, elle soulève des interrogations fascinantes sur un éventuel lien entre ces premiers habitants et les bâtisseurs de Stonehenge. Mais une inquiétude persiste. Les experts s'inquiètent du fait que ce site, ainsi que d'autres vestiges archéologiques enfouis, pourraient être mis en péril si les autorités maintiennent leur projet de tunnel visant à détourner l'A303 en la faisant passer sous ce site classé au patrimoine mondial. Bien entendu, la maison mise au jour par les scientifiques n'était pas parfaitement conservée et présentait plusieurs lacunes essentielles pour la vie quotidienne. Certains éléments avaient disparu avec le temps, tandis que d'autres étaient simplement absents. Aussi, les chercheurs ont-ils entrepris de recréer ces habitations vieilles de 4500 ans. Pour ce faire, ils ont utilisé 20 tonnes de craie, 5000 tiges de noisetier et 3 tonnes de paille. Ces reconstitutions ont été érigées à proximité de Stonehenge. Un véritable exploit lorsqu'on sait à quel point il est difficile d'y obtenir un permis de construire, même pour une simple étable. Alors, à quoi ressemblent ces maisons? Tout d'abord, il y en a 4, toutes de forme ovale. Elles reposent sur les fondations de véritables habitations qui se dressaient à cet endroit il y a environ 4500 ans, soit précisément à l'époque où l'éco-maison de Stonehenge était en construction. Les habitations sont de taille modeste, se limitant à une seule pièce. Déterminer leurs dimensions s'est révélé relativement simple, puisque la taille du toit et la hauteur des murs pouvaient être estimées à partir des fondations. Chaque côté mesure environ 5 mètres. Cependant, la structure exacte de la toiture demeure une énigme. À l'époque, plusieurs techniques à base de chaume étaient utilisées, rendant difficile l'identification précise de celle employée ici. Pour l'instant, l'hypothèse la plus probable est celle d'une toiture en paille nouée ou attachée, solidement fixée à un cadre en noisetier tressé. Lorsque le foyer est allumé, la fumée s'élève naturellement à travers le chaume. Les 20 tonnes de craie ont servi à recouvrir les sols et les murs. Cette surface blanche réfléchit la lumière du soleil et retient la chaleur du feu. Toutefois, un problème inattendu est apparu. Le sol, saturé d'eau, en a considérablement retardé le séchage. Alors que la craie aurait dû durcir en quelques jours, certaines parties du sol sont restées collantes durant des semaines, un peu comme du chewing gum. Il ne fait aucun doute que les bâtisseurs d'il y a 4500 ans ont dû affronter des difficultés similaires, ce qui permet d'apprécier à sa juste valeur le labeur qu'exigeait la construction de ces habitations. Pour obtenir une finition lisse et presque brillante, la dernière couche d'enduit a été appliquée avec des chiffons, conférant au mur une apparence étonnamment raffinée. L'intérieur est aménagé avec des lits et des étagères en bois et en osier, ainsi que des pots d'argile, le tout organisé autour d'un foyer accueillant. Le tout donne une impression d'espace et baigne dans une lumière naturelle qui traverse le toit de chaume avant de se réfléchir sur les murs blancs. Le mobilier tressé, quant à lui, apporte une touche d'authenticité. Des feux ont été allumés pour y préparer un premier repas. Du pain confectionné à partir de farine moulue sur une meule de pierre, juste à côté du foyer. Ceux qui l'ont goûté ont été agréablement surpris par sa saveur. Légère déception. Ceux qui ont recréé ces habitations ont un peu triché. Certes, les matériaux sont fidèles à ceux d'origine, mais les outils utilisés ne le sont pas. Ils ont eu recours à des bétonnières pour mélanger le torchis, des brouettes pour transporter le bois, et des haches en acier pour fendre les bûches près de l'âtre, plutôt que des outils de pierre. Il faut toutefois rappeler que ces constructeurs ne sont pas des experts, mais des bénévoles. Dans ces conditions, une petite entorse aux techniques d'antan semble tout à fait pardonnable. D'ailleurs, d'autres volontaires présents sur le site sont ravis de partager leurs connaissances sur les tâches quotidiennes des bâtisseurs de Stonehenge, qu'il s'agisse de moudre le grain ou de tresser des cordes en jonc. Mais ces cahutes ne sont pas les seules découvertes notables de la région de Stonehenge. Il y a quelques années, des archéologues ont mis au jour un site funéraire qui précède même la construction du célèbre monument.
Ce long tumulus néolithique, daté d'environ 5600 à 5700 ans, aurait accueilli les dépouilles de certains des premiers habitants de Grande-Bretagne. Son existence a été révélée par des images aériennes montrant son empreinte caractéristique sous les cultures. La plaine de Salisbury regorge d'anciens vestiges, comprenant Stonehenge, divers tumulus et autres monuments. Épargnée par les bouleversements au fil des siècles, elle a su préserver une quantité remarquable de structures préhistoriques. Cette découverte illustre par ailleurs une transition majeure dans le mode de vie humain, marquant le passage du nomadisme à une sédentarisation fondée sur l'agriculture et l'élevage. Un mode de vie qui fait écho à celui reconstitué dans l'écomaison. Le tumulus en question s'étend sur environ 26 mètres de long et 20 mètres de large. Bien que l'érosion et l'agriculture aient fait disparaître une grande partie de sa structure émergée. Si ces caractéristiques sont similaires à celles d'autres sépultures de la région, il pourrait renfermer les restes de 30 à 50 individus, ainsi que des crânes de vaches, dont l'importance pour ces communautés anciennes ne fait aucun doute. Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tézontl. Impressionnant, non? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction, mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnaient sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasses et d'un temple.
Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au 6e avant notre ère et au 20e siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu, mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celle d'Égypte ressemblait à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante.
Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail. Si tu t'es déjà demandé ce que ça faisait de marcher sur des diamants, rendez-vous dans la ville de Nördlingen en Allemagne. On dirait un village de contes de fées typique, avec ses jolies maisons et ses toits rouges, mais ses murs et ses rues sont en fait constellés de plus de 72 000 diamants. Il faut un microscope pour les apercevoir, mais ils sont bien là. Lorsque les premiers hommes sont venus vivre ici, aux alentours du 9e siècle de notre ère, ils étaient persuadés de s'installer dans un cratère volcanique. Ils ne savaient pas que la pierre qu'ils utilisaient pour la construction était incrustée de millions de minuscules diamants et que les origines du cratère étaient hors du commun. Il y a environ 14,5 millions d'années, un astéroïde d'un diamètre d'un peu plus d'1 kilomètre a heurté notre planète dans l'actuelle Bavière et a laissé un cratère de 16 km de large. Le socle rocheux a été soumis à une chaleur et à une pression si intense que les bulles de carbone qu'il contenait se sont transformées en minuscules diamants, et dans une concentration telle qu'il n'en existe nulle part ailleurs dans le monde. Les habitants se souciaient guère de leur maison, construite avec les restes de l'impact de l'astéroïde qui scintillait au lever du soleil. Puis, dans les années 1960, 2 géologues sont arrivés des États-Unis, ont étudié le paysage de loin, et ont remarqué qu'il ne ressemblait pas exactement à un cratère volcanique. Après des recherches plus approfondies, ils se sont rendus compte que leur théorie selon laquelle ce cratère avait été formé par en haut et non par en bas s'avérait juste. On a même dû changer les manuels scolaires après cette découverte pour ne pas induire les élèves en erreur. Lorsque la nouvelle de l'existence du cratère s'est répandue, la NASA s'est penchée sur son cas et a dépêché ses astronautes des missions Apollo 14 et Apollo 16 afin d'apprendre quel type de roches ils étaient les susceptibles de trouver dans l'espace et lesquels mériteraient d'être ramenés sur Terre. Une pierre lunaire revenue avec l'une des missions est aujourd'hui exposée au musée local et les astronautes continuent de visiter l'endroit. Les habitants sont tellement habitués à vivre au milieu des diamants qu'ils ne trouvent même plus cela fascinant. La ville australienne de Coober Pedy est connue comme la capitale mondiale de l'opale et existe entièrement sous terre. La ville possède même le premier hôtel souterrain 4 étoiles au monde. La raison pour laquelle les gens se sont installés dans cette région était à la base de travailler dans les mines d'opale. À l'époque, les mineurs avaient du mal à survivre sous le soleil brûlant du désert. Quelqu'un a donc décidé d'installer sa tente directement dans la mine. Puis, elle s'est transformée en une véritable maison. Aujourd'hui, Coober Pedy compte environ 2500 habitants Venus de différents pays, une trentaine de magasins, une galerie d'opales, des musées, un bar et de hauteurs bâtiments. Et elle constitue une attraction touristique très prisée. La ville de Monowi, dans le Nebraska aux États-Unis, a un maire, un greffier, un trésorier, un bibliothécaire, un tavernier et un barman. Pourtant, la population n'est officiellement que d'un individu. Elsie Eiler exerce tous ses métiers, se paie des impôts à elle-même et se fait élire maire depuis 2004. Dans les années 1930, Monowi comptait 150 habitants, des épiceries et quelques restaurants. Lorsque les conditions agricoles se sont dégradées, les gens ont commencé à partir famille après famille, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule personne. Si tu as envie d'économiser de l'argent sur la construction d'une maison, cherche une propriété dans la ville espagnole de Setenil, de Las Bodegas. 3000 habitants vivent contre les flancs des montagnes de Cadix, qu'ils utilisent comme murs et plafonds naturels. Les premiers colons se sont installés ici durant l'ère préhistorique. Ces roches gardent les maisons fraîches en été et chaudes en hiver. Neft Dazlari en Azerbaïdjan a été construite en tant que plateforme pétrolière en 1940, directement dans la mer Caspienne. Après la découverte de riches gisements de pétrole, la ville a commencé à se développer et est aujourd'hui constituée d'un réseau de plateformes où vivent et travaillent environ 5 000 personnes.
La ville compte des appartements, des ponts, une bibliothèque, un centre communautaire et même un cinéma. Le village japonais de Nagoro a un second nom moins officiel, le village des épouvantails. Les derniers enfants y seraient nés il y a plus de 20 ans. Il compte officiellement moins de 50 habitants, mais il complète la donne au moyen de 350 épopées humaines grandeur nature. Lorsqu'un habitant de la région est revenu en 2000 s'occuper de son père arc, elle a constaté que les rues, les magasins et les écoles étaient vides. Pour remédier à cette situation, elle et ses amis ont commencé à fabriquer de jolies poupées pour remplacer les habitants. Toute la ville de Whittier, en Alaska, vit sous le toit d'un seul et même immeuble de 14 étages qui est une ancienne caserne. Cela représente environ 220 personnes résidant ici toute l'année, en plus des commerces, d'un poste de police, d'un bureau de poste, d'un hôpital et d'une église. Les habitants travaillent pour la plupart dans les secteurs de la pêche industrielle, des loisirs et du tourisme, ou pour le ferry et les chemins de fer de l'État. L'idée d'avoir tout et tout le monde au même endroit est d'économiser de l'argent sur le chauffage dans un climat toujours rude et de permettre aux gens de ne manquer de rien à l'intérieur. De cette façon, ils n'ont pas à faire face au vent violent. Dans une ville de Svalbard, en Norvège, le soleil se couche le 25 octobre et ne se lève pas pendant les 4 mois suivants. Lorsqu'il émerge à nouveau au printemps, les habitants se rassemblent sur les marches d'un vieil hôpital à midi 15 minutes pour l'accueillir et célébrer son retour. Ensuite, il ne se couche pas pendant plus de 4 mois. Ce phénomène est dû à l'inclinaison de la Terre sur son axe. Le soleil ne se lève et ne se couche qu'une fois par an au pôle nord et sud. Or, Longyearbyen est la ville la plus septentrionale au monde. Ses habitants voient parfois des ours polaires et des rennes dans leurs rues et se déplacent le plus souvent en motoneige. Le village italien de Viganella a été construit au fond d'une vallée profonde et du mauvais côté des montagnes. Celles-ci projettent d'énormes ombres et privent le village de soleil pendant tout l'hiver. Les habitants ont vécu ainsi pendant des siècles, jusqu'à ce qu'un ingénieur décide de construire un grand miroir en hauteur sur le versant opposé de la montagne. Actionné par un ordinateur, il reflète la lumière sur la place centrale de Viganella au moins 6 heures par jour pendant les mois les plus sombres. Santa Cruz del Islote, en Colombie, est l'une des îles les plus peuplées du monde, avec environ 600 résidents sur une superficie d'1 hectare. Les pêcheurs ont érigé cette île sur une plateforme corallienne il y a plus d'1 siècle. Ils ont choisi en raison de son superbe emplacement et de l'absence de moustiques. Les familles de premières colons se sont agrandies, et la plupart d'entre elles n'ont jamais quitté l'île. Tu ne trouveras ici que des gens qui portent 6 noms de familles différentes, et lorsqu'une famille a besoin d'espace supplémentaire, il lui suffit d'ajouter un étage à l'une des quelques 100 maisons de la ville. À l'heure actuelle, on y compte une école, quelques magasins, une église et un restaurant. Il n'y a pas de circulation car les rues ne sont pas assez larges pour les voitures ou les camions, et ces distances sont parfaitement praticables à pied. Personne sur l'île ne ferme sa porte à clé, car tout le monde se connaît et il n'y a jamais eu un seul crime. Le village de Shani Shingnapur, en Inde, est un autre endroit où les gens ne ferment pas leurs portes à clé. À vrai dire, les maisons et même les magasins sont dépourvus de portes d'entrée, de clés ou de serrures. Mais les habitants ne se sentent jamais menacés. Certains croient que leur village est sous la protection du seigneur Shani, qui punira quiconque tente d'y voler quelque chose. Une légende raconte qu'il y a environ 3 siècles, après de fortes pluies et des inondations, les habitants auraient découvert un énorme rocher. La même nuit, le seigneur Shani serait apparu dans les rêves du chef du village et aurait promis de les protéger s'ils gardèrent ce rocher dans leur village sans jamais l'abriter. Ce dieu vivrait en lui et veillerait sur le village. À l'ouverture de la première banque de cette petite communauté, on a ajouté une entrée en verre et une serrure électromagnétique à peine visible pour respecter la tradition. Si tu cherches l'endroit le plus décontracté du monde, va donc voir du côté de The Villages, en Floride. Tu ne peux pas t'y installer sans qu'il y ait au moins une personne âgée de plus de 55 ans dans ton foyer. L'entrée sera également refusée à tous les membres de ta famille, âgés de moins de 19 ans. Le moyen de transport le plus populaire dans The Villages est la voiturette de golf. Les résidents peuvent participer à toutes sortes d'activités gratuites et amusantes, ce qui fait que l'on est loin de s'ennuyer. La structure de Richat est une formation gigantesque au milieu du Sahara et qui ressemble à s'y méprendre à une vaste cible de fléchettes. Elle est si grande que l'on peut la voir de l'espace.
Même la CIA s'y est intéressée à elle. En 1965, ils avaient prévu de la survoler, à la recherche d'anomalies géomagnétiques. Les résultats sont toujours classifiés aujourd'hui. Peut-être que les rumeurs sont vraies, et que cet endroit est vraiment la cité perdue de l'Atlantide. On suppose que l'Atlantide aurait coulé sous les vagues. Mais de récentes découvertes nous orientent dans une direction différente. C'est une histoire ancienne qui remonte très loin dans le temps, et Platon a été le premier à la mentionner. Le lieu avait une végétation luxuriante et une structure singulière. 3 cercles concentriques de terre entourant 2 cercles d'eau. 2 citations clés des écrits de Platon suggèrent que l'Atlantide n'aurait peut-être pas été une île ordinaire au milieu de l'océan. De plus, l'Atlantide aurait subi une influence majeure de l'Afrique et de l'Europe, ce qui remet en question l'idée qu'elle ait pu se trouver dans l'Atlantique. Il s'avère que l'œil du Sahara et l'Atlantide se ressemblent. Lorsque les astronautes ont vu l'œil du Sahara depuis l'espace, ils ont d'abord soupçonné qu'il s'agissait du cratère d'impact d'une météorite. Mais les anneaux de la structure correspondent à la disposition décrite pour l'Atlantide. Plus important encore, le Sahara n'a pas toujours été un désert. Il s'est transformé d'une région tropicale en un désert aride, il y a environ 11 000 ans. Les chercheurs ont retrouvé des traces d'un immense fleuve, le Tamanrasset, qui aurait pu abreuver toute une communauté. Celui-ci s'écoulait vers la structure de Risha, pareillement à la description de Platon. La voie maritime transsaharienne traversait le Sahara il y a 50 à 100 millions d'années, et l'on prétend que la mer aurait détruit l'Atlantide il y a environ 11 500 ans, probablement en raison d'une montée rapide du niveau de la mer causée par la fin de l'ère glaciaire. L'imagerie satellite de la NASA montre des motifs qui concordent avec cette théorie. Ces cercles concentriques pourraient être la clé permettant de dévoiler les secrets de l'évolution de notre planète au cours de millions d'années. Ils ont été façonnés par l'érosion de plusieurs couches de roches résistantes, créant un motif étrange fait de crêtes et de ravins. Le pic principal se dresse fièrement à 400 mètres de haut. La partie centrale a subi une transformation significative due à l'érosion, développant une structure circulaire avec un pic élevé. Contrairement au cratère d'impact, l'œil du Sahara présente une symétrie et un équilibre frappant. Certains affirment que cela résulterait du soulèvement des roches, sculptées par le vent et l'eau. D'autres pensent qu'il s'agirait d'un ancien anticlinal, érodé jusqu'à révéler cette forme concentrique. Ensuite, il y a la théorie du dôme de sel, suggérant que c'est la flottabilité du sel qui aurait sculpté cette merveille. Les techniques de datation ont prouvé qu'elle s'était formée il y a 252 à 541 millions d'années, à plus ou moins 1 million d'années près. D'anciens artefacts sont éparpillés autour des anneaux extérieurs de la structure, près du lit du fleuve asséché. Certains outils en pierre plus anciens ont également été retrouvés dans la même zone. Et pourtant, même si quelques pointes de lance de l'ère néolithique y ont été trouvées, il n'y a pas beaucoup de signes que des gens y aient vécu à l'époque. La région semble avoir été exploitée pour des activités à court terme comme la chasse ou la fabrication d'outils. Il existe d'autres mystères surnaturels qui parsèment notre monde. L'une de ces énigmes se trouve en Norvège. Le sinistre phénomène des lumières d'Esdalen, également connu sous le nom de vallée des lumières, laisse les scientifiques perplexes. Cette vallée a une largeur de 15 km. Elle est assez reculée, mais une étrange boîte bleue se trouve en haut de la colline, équipée de caméras qui scrutent le vallon en contrebas. L'inquiétante saga a commencé dans les années 80, lorsque le ciel nocturne au-dessus de Esdalen s'est paré de boules de feu incandescentes. Un spectacle récurrent qui a fait frémir tous ceux qui l'ont vu. Ce n'était pas un phénomène éphémère. Bien au contraire, il s'est reproduit très régulièrement. Terrifiés, les habitants ont signalé des contacts avec ces phénomènes lumineux inexpliqués, dont certains se seraient produits près de leur maison. La peur s'est propagée comme une traînée de poudre. À son apogée, on comptait environ 20 apparitions chaque semaine. Le phénomène a fait son chemin dans les journaux, les magazines et les médias du monde entier. Bien vite, les gens ont afflué dans la vallée, espérant voir ces lumières par eux-mêmes. En 1984, des experts se sont joints à la cohue, armés d'instruments sophistiqués comme des magnétomètres, des radiomètres et bien d'autres trucomètres. Ce qu'ils ont observé était sidérant. Ces lumières défiaient toute explication.
Certaines se déplaçaient à un rythme tranquille, tandis que d'autres traversèrent le ciel à une vitesse fulgurante de 30 000 km/h. Les gens ont bien essayé de les expliquer. Avions, reflets lointains, foudre en boule, satellites, planètes, météores. Mais la vitesse et la façon dont ces lumières dansaient éclipsaient toutes ces théories. Nous nous approchons lentement d'un autre lieu mystérieux. C'est le plus grand lac subglaciaire parmi les 675 lacs connus d'Antarctique. Il pourrait facilement abriter des formes de vie inconnues. Ce lac se trouve sous l'Inland 6, Est-Antarctique. Si vous plongez à environ 4 km sous la glace, vous y verrez le lac Vostok, situé à 200 mètres sous le niveau de la mer. Ce lac est long de 2 cents, 50 km, et large de 50 km, à son point le plus étendu. Avec une profondeur moyenne de 430 mètres, c'est aussi le 6e plus grand lac du monde en termes de volume. Il ressemble à une cité sous-marine, avec de hauts piliers et de profonds bassins. Ce lac secret a été découvert en 1993. Pourtant, il attendait d'être découvert depuis plus de 2000 ans, conservant tous ses secrets. En 2012, les scientifiques ont foré la glace, prélevant la plus longue carotte de glace de toute l'histoire. Ils ont traversé la calotte gelée jusqu'à la surface du lac. L'année 2013 a apporté un rebondissement inattendu, lorsque ces eaux tranquilles ont surgi lors de l'extraction d'une carotte de glace, se mêlant au fluide de forage. Puis, ils ont enfin obtenu un échantillon d'eau pure en 2015. Certains pensent qu'il pourrait se trouver des formes de vie inconnues par là-bas, car c'est une réserve d'eau fossile qui n'a pas été touchée depuis des millions d'années. Cela pourrait beaucoup ressembler à ces océans recouverts de glace que l'on soupçonne d'exister sur des lunes comme Europe et Encelade. Tout a commencé avec une théorie du 19e siècle, suggérant que de l'eau douce serait cachée sous les calottes glaciaires de l'Antarctique. Ensuite, en 1959, des levées sismiques ont laissé entreapercevoir l'existence d'un lac sous-glaciaire. Et dans les années 90, les données satellites ont confirmé l'existence du lac Vostok. Il n'est d'ailleurs pas seul. En 2005, on a découvert une île au milieu du lac. Ensuite, 2 lacs plus petits se sont joints à la fête. On soupçonne qu'un réseau secret de rivières sous-glaciaires aurait pu connecter ces lacs. Très loin de l'Antarctique, au Venezuela, la foudre de Catatumbo offre un stupéfiant spectacle lumineux à la confluence du fleuve Catatumbo et du lac Maracaibo. Cet inquiétant phénomène électrique se produit environ 140 à 160 nuits par an, durant 10 heures par jour, et peut libérer jusqu'à 280 éclairs en une seule heure. La fréquence de ce spectacle de foudre change avec les saisons et d'année en année. Il a connu une pause de janvier à mars 2010, ce qui a suscité l'inquiétude qu'il pourrait disparaître à jamais. Au coucher du soleil, les vents de l'Est commencent à gagner en intensité. Ce vent fort est appelé un jet nocturne à basse altitude, comme ce que l'on peut observer dans les grandes plaines d'Amérique du Nord. Ces vents apportent de l'humidité, principalement des Caraïbes et du lac en lui-même. Cet air humide rencontre les hauts sommets de la cordillère, entraînant la création d'orages sur les montagnes. Grâce à la constance de ces vents, d'autres orages apparaissent au fur et à mesure que la nuit avance. Ce schéma se répète. C'est pourquoi cette région a le taux annuel d'éclairs le plus élevé au monde. Le prochain endroit que les scientifiques sont incapables d'expliquer se trouve en Chine. Il s'agit des grottes de Longzhou. Elles présentent des voûtes hautes et inclinées et de robustes piliers. L'endroit est resté caché pendant des siècles. Ces cavernes, créées par l'homme, creusées il y a environ 2000 ans, n'ont décidé de se révéler que dans les années 90. Des agriculteurs locaux ont drainé les étangs et révélé 5 cavernes massives. Des fouilles supplémentaires ont exposé 19 autres grottes plus petites. Elles allaient de 20 à 35 mètres de large pour 10 à 20 mètres de hauteur. Des archéologues y ont retrouvé des reliques anciennes datant du règne de l'empereur Han Xuandi, remontant à plus de 2000 ans. Comment ces grottes ont-elles survécu pendant plus de 2 millénaires sans s'effondrer? Aucune trace écrite n'explique la manière dont elles ont été conçues. Les murs présentent des marques de bourrines, laissant supposer une activité de sculpture couche après couche. Mais le processus exact de construction demeure un casse-tête.